Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après plusieurs mois d'absence de ma part et j'en suis navrée. Ça m'a énormément manqué de parler de livres avec vous. Et je pense que cette année on aura un programme un peu plus light où je vais poster 1 à 2 fois par mois comme objectif 2026. J'ai l'idée de réussir à trouver vraiment les livres qui me font vibrer et qui me donnent envie. Je suis sûre qu'il y a des trésors qui se cachent dans ma bibliothèque et je suis sûre qu'il y a des trésors qui se cachent dans vos recommandations et j'ai envie de leur donner du temps, mais j'ai envie de le faire avec beaucoup d'intention. Commençons par À la ligne de Joseph Pontu, qui est un livre qui m'a énormément surpris parce que c'est un style que je ne connaissais pas. C'est un livre qui s'inscrit dans un mouvement révolutionnaire de la classe ouvrière. C'est un feuillet d'usine qui raconte avec beaucoup de poésie, mais aussi avec une structure un peu désordonnée, tout en étant assez carré. La douleur physique, le quotidien d'un intérimaire dans une usine et aussi dans un abattoir, qui montre la difficulté qu'il y a à dépendre de son corps pour pouvoir gagner de l'argent. Il y a une certaine beauté dans le fait d'apprécier son travail. J'ai l'impression que si vous avez la chance d'exercer un métier ou d'avoir fait des études très poussées qui vous permettent d'avoir accès à un métier passion, comme on dit, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et ce qui est le cas d'ailleurs de très peu de personnes, vous avez la chance d'aimer votre travail et potentiellement vous aurez plus tendance à vous plaindre des moindres petites choses. Et ici, parce que le travail est si dur et parce que les choix qui ont été faits sont pour pouvoir vivre avec sa femme, il accepte tout ce qui peut se passer au travail parce que ce qui compte pour lui, c'est sa famille et c'est de pouvoir subvenir à leurs besoins. Et j'ai trouvé que ça permettait aussi de prendre du recul parfois sur une situation qu'on peut avoir dans laquelle on peut être privilégié, pas forcément par rapport au travail, mais aussi sur d'autres aspects, que ce soit la famille, la santé, de prendre du recul et de se rendre compte qu'il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité en fait d'être aussi à l'aise et juste de dire merci à la vie. Et au-delà de ça, c'est un livre qui est extrêmement touchant, extrêmement émouvant, qui nous force à réfléchir à la condition de la classe ouvrière. Et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, on a Le Lion. Ce livre sort complètement de ce que peut écrire Kessel. C'est un livre qui vous attrape, qui vous arrache le cœur, tout en vous montrant avec beaucoup de subtilité et un lyrisme très rare chez Kessel, la beauté de l'amour familial, la beauté de l'amour qu'on peut éprouver aussi pour nos amis et nos animaux, et l'admiration qu'une personne étrangère peut avoir pour un organisme familial qui n'est pas le sien, et dans lequel il voit comme des fils de marionnettes l'amour en fait qui dessine les choix qui sont faits, les décisions qui sont imposées ou les événements de la vie qui sont vécus, et j'ai trouvé ça très touchant. Il y a aussi une énorme réflexion sur le devoir. Pareil, ça permet de prendre du recul sur notre devoir en tant qu'employé, notre devoir en tant qu'entrepreneur, si c'est votre cas, ou chef d'entreprise, notre devoir en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que membre de la société aussi, parce que c'est important. Ensuite, La controverse de Valladolid de Jean-Claude Carrière. C'est un livre que j'ai lu pendant le carême, en mars-avril, parce qu'il parle justement de l'impact que l'Église a eu sur la décision de considérer les natifs américains comme des hommes ou pas. C'est une espèce de procès, ou en tout cas une espèce de discussion qu'il y a eu entre différentes personnes de l'Église et la société civile pour déterminer si oui ou non on pouvait continuer à exercer de l'esclavage sur ces personnes. Et il y a un petit plot twist à la fin, petit plot twist qui a changé l'histoire du monde. Ça me donnait envie de donner plus de temps à cet auteur. Et j'ai d'ailleurs le récit du procès du vendredi 13, l'attaque que je voulais lire cette année, que je n'ai pas eu le temps de lire, mais que je lirai certainement l'année prochaine. Et on le remercie pour cette trace de l'histoire qui s'est passée il y a maintenant 10 ans. Malheureusement, c'est un triste anniversaire à célébrer cette année. Ensuite, on a A Spell of Good Things d'Ayobami Adeba, qui existe aussi en français. C'est une auteure dont j'avais adoré le premier livre qui s'appelle Reste avec moi, et j'ai adoré ce deuxième livre. On va suivre 2 enfants qui sont nigérians, qui viennent d'une classe très pauvre et d'une classe très riche, qui vont avoir une histoire croisée assez dramatique, et j'ai trouvé que ce livre c'était un cri d'appel parce que ça va mal dans le pays, parce que la corruption, parce que la violence, parce que la pauvreté, et parce que le manque d'avenir pour une génération qui est très jeune, pour une génération qui grandit aussi en termes de démographie, et pour un pays qui a une culture si riche, qui a des cultures si riches, un humour que j'adore. J'ai trouvé que ça a été fait avec brio et j'attends avec impatience le prochain livre de cet auteur. Et on parle d'auteurs qu'on achète de façon automatique à chaque fois qu'ils sortent un nouveau livre. Elle en fait partie pour moi parce que je peux dire que cette année j'ai lu toute sa bibliographie, qui n'est pas très étendue puisqu'il n'y a que 2 livres. Et ensuite, on va finir avec un peu de dystopie et Le Palais des Rêves de Ismail Kadar. Ce livre qui se passe en Albanie pendant la guerre
guerre froide utilise la dystopie pour critiquer à la fois l'administration et également la corruption et du coup l'incapacité de certaines personnes à avoir accès à des postes, à pouvoir évoluer dans la société si on n'a pas les bons contacts et si on n'a pas la bonne famille. C'est un livre qui m'a énormément intriguée au cours de la lecture et que j'aurais besoin de lire une deuxième fois parce que je pense qu'il y a plein de subtilités qui mériteraient d'être relues pour pouvoir entrer en détail dans l'histoire. Je pense que ça mériterait également de faire plus de recherches sur l'histoire de la guerre froide, en Albanie particulièrement, et comment est-ce qu'ils ont été affectés. Dans le petit texte derrière, il explique qu'il a voulu recréer un enfer et c'est vraiment ça parce qu'on se sent bloqué. Il y a un aspect très labyrinthique aussi dans ce livre et en le lisant, on recommande toujours de lire Le Château de Kafka qui parle de l'absurdité de l'administration publique. Et c'est vrai qu'il y avait aussi cet élément là-dedans parce que des gens observent des rêves, contrôlent des rêves, il y a aussi un contrôle de la pensée, il y a un contrôle des idées, il y a une analyse un peu pseudo-spirituelle qui peut mener à la destruction des têtes, la population de ce livre. Et en fait, ça me fait vachement penser au communisme, à la destruction systématique de l'intelligentsia. Et maintenant, la partie que vous attendiez le plus, le top. Alors, on va commencer très simple avec Le Labyrinthe des égarés d'Amin Maalouf. C'est un livre qui retrace l'histoire de 4 grandes puissances qui ne sont pas l'Europe, à savoir les États-Unis, la Chine, le Japon et la Russie, en l'occurrence l'URSS. C'est bien expliqué, c'est bien raconté, il ne considère pas qu'on a compris les choses, donc il utilise les noms, il remet tout dans son contexte, il explique tous les tenants et les aboutissants d'une situation et pourquoi est-ce que ça évolue d'une certaine façon. C'est vraiment très très bien fait. Enfin, c'est une carte en fait qui va expliquer ce labyrinthe pour comprendre les conséquences actuelles, pour comprendre pourquoi le monde est comme il est aujourd'hui. Je pense très bien aussi pour des plus jeunes qui s'intéressent à l'histoire mais qui ne sauraient pas nécessairement vers où se tourner parce que comme on s'intéresse à 4 différentes puissances, ça peut aussi donner des axes de développement sur la Chine impériale qui a été mon chapitre préféré et dont je vous rabats les oreilles. Ensuite, toujours avec les dystopies, j'ai lu 2084 de Boualem Sansal. Boualem Sansal qui a été libéré et je suis ravie. Dans 1984, il se base de façon très proche sur 1984 de George Orwell, qui est l'avènement de la société dictatoriale, et ici, on a l'avènement d'une société théocratique. C'est effrayant, franchement, mais c'est très bien fait. Je trouve qu'au début, c'est un peu difficile de rentrer dans l'histoire, mais une fois qu'on est dedans, on a vraiment envie de comprendre les tenants et les aboutissants, et comment est-ce que ça se relie à 1984 aussi. Il faut absolument le lire, et on est ravis que vous soyez sortis de prison. Ensuite, je vais vous parler d'Albert Camus, parce que je ne peux pas conclure cette année 2025 sans vous parler d'Albert Camus qui a été mon énorme découverte. Cet auteur que je n'avais jamais lu, ce qui est un peu honteux. Cet auteur qui est mort peut-être trop jeune et je suis quand même triste qu'il n'ait pas pu nous donner son cycle sur l'amour parce que j'aurais adoré entendre ce qu'il avait à dire. Un auteur avec un lyrisme incroyable, avec une façon de vous amener à la réflexion sans commune mesure. Un auteur qui nous a donné parmi les plus grands textes de la littérature française moderne. Albert Camus, ici, est représenté par 4 œuvres. L'étranger, qu'on ne présente plus, sur un homme qui a tué un homme et qui n'a aucune émotion. Mais c'est bien plus que ça, c'est à chaque fois, comme dans tous les livres de Camus, c'est un miroir qui vous est tendu sur ce que vous critiquez, ce que vous trouvez normal ou pas, pourquoi est-ce que vous le trouvez normal et pourquoi est-ce que c'est grave si les gens autour de vous réagissent différemment. C'est très bien fait, c'est magnifique. Ça se lit et ça se relit. La peste, que je pourrais résumer comme le Covid avant le Covid, ça parle aussi de la Seconde Guerre mondiale, ça parle des atrocités qu'on peut faire quand on est assiégé et ça parle également de la beauté de l'être humain quand il est forcé de vivre en groupe et qu'il se donne les moyens de réussir ce travail. Journaux de voyage d'Albert Camus. Alors là, j'étais surtout contente de lire sur New York et en fait, je suis tombée amoureuse de Camus en lisant ce livre parce qu'on a vraiment accès à ses pensées, à la façon dont il réfléchit, à ce qu'il habite, ses démons intérieurs, c'est très intime et j'ai détesté les correspondances d'Albert Camus parce que je trouve que c'est beaucoup trop intime, que ça aurait dû rester des correspondances comme je n'ai pas envie de lire les messages que vous envoyez à vos amoureux et à vos amoureuses. Je pense qu'il n'avait pas besoin qu'on montre sur la place publique toutes ces correspondances qu'il a envoyées à sa maîtresse. En revanche, dans Carnet de voyage, dans Journaux de voyage, il nous parle vraiment des démons qu'il habite et j'ai trouvé ça extrêmement touchant, extrêmement fort et ensuite je trouve que si vous êtes quelqu'un qui aspire à écrire, ça peut être très inspirant que d'aller lire ce genre de texte pour réussir à exorciser ce qui existe en vous, à le mettre sur le papier pour pouvoir réussir à écrire dessus et le mettre à distance. Et là, on voit presque le processus parce que après avoir lu quelques-uns de ses livres, on voit que les idées naissent dans son carnet et ensuite il les développe une fois qu'il rentre à la maison. L'autre livre que j'ai d'Albert Camus, enfin je l'ai pas en physique mais qu'il faut absolument lire, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Caligula sur l'absurdité de l'amour, les relations et la douleur que ça peut être de se rendre compte que la vie continue
Camus quand on pensait avoir perdu la chose la plus précieuse au monde. C'est à la fois très beau et très perturbant. Je pense que ça l'a été également pour lui quand il l'a écrit. C'est un texte qui est magnifique, que je vais relire de façon certaine, et un énorme coup de cœur, mais vraiment un énorme coup de cœur. Et en dernier, j'ai mis La Chute, parce que c'est le livre qui m'a introduit à Albert Camus, que mon copain m'a recommandé. Donc vraiment merci pour ça, parce que je suis vraiment tombée amoureuse de son écriture, de sa réflexion, et j'ai découvert un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, un auteur absolument fabuleux. Dans La Chute, encore une fois, il nous tend un miroir sur les parts les plus sombres de notre personnalité, et on se rend compte qu'en fait, on n'est pas si seul à avoir des parts aussi sombres, aussi noires, et que peut-être il est temps de les accepter. Donc je trouve que c'est assez incroyable de réussir à faire ça avec des mots, mais ça demande aussi beaucoup de prise de recul et beaucoup d'intelligence pour réussir à faire en sorte que le lecteur s'identifie à un personnage aussi peu touchant que celui qui est dans La Chute. Donc s'il n'y a qu'une chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est s'il vous plaît, lisez Albert Camus. Et si vous l'avez déjà lu, relisez-le. Ensuite, j'ai Lady Stan's Cycle of Woman. Donc là, c'est un livre que j'ai lu en anglais de Lisa Si, mais qui existe aussi, qui a été traduit en français, et j'ai adoré, mais adoré ce livre. J'y pensais tout le temps, je n'avais qu'une hâte, c'était d'y retourner. Ça parle de l'histoire d'une jeune femme de très bonne famille en Chine au XVe siècle, et on la suit pendant toute sa vie parce qu'elle a une particularité, c'est qu'elle est médecin. Elle est médecin, alors que ce n'est pas du tout sa destinée normalement, mais elle a eu la chance de naître dans une famille où les femmes sont éduquées à la médecine. Et du coup, au-delà de cet aspect médical que moi j'adore, il y a un aspect historique que j'adore, avec des costumes, la description des lieux, les maisons. Elle a dû faire une quantité de recherches pour écrire ce livre qui est assez incroyable, et je suis tellement heureuse d'avoir lu ce livre et de l'avoir autant aimé. J'adore lire sur la Chine, j'adore lire sur l'histoire. Là, c'est une histoire de femme en plus, donc c'était facile de m'identifier. Ça parle aussi d'obstétrique, donc c'est un sujet que j'aime bien. J'adore tout ce qui touche à la médecine, et là, quand on arrive en plus à décrire à la fois les personnages et les coutumes avec autant de précision, au point où j'avais l'impression de lire presque un livre d'histoire parfois, c'est juste grandiose, et c'était tellement bien que j'avais envie de lire tous les autres livres de cet auteur, mais en regardant les résumés, je me suis dit que ce serait jamais aussi bien que ce qu'elle a écrit là-dedans, donc j'attendrai juste son prochain. Ensuite, The Middle Daughter de Chika Unigwe. Ce livre, je le mets pas parce que je l'ai apprécié, mais parce qu'il m'habite et il me hante depuis que je l'ai lu. J'y pense tous les mois, si ce n'est toutes les semaines, et à chaque fois que je vois sa couverture, je me dis que c'est incroyable de savoir ce qui se passe entre ces deux couvertures. C'est un livre qui parle de violence conjugale, de manipulation. C'est un livre qui parle d'un pervers. C'est un livre qui parle de violence conjugale avec une subtilité et un respect vis-à-vis de la femme qui m'a laissé bouche bée. J'ai adoré la prose, adoré le lyrisme. L'histoire est très dure, mais elle vaut le coup d'être lue si vous avez les tripes de le faire. Personnellement, je dirais pas que j'ai passé un bon moment, parce que c'était pénible, mais quand un livre laisse une marque aussi profonde sur vous, je pense qu'on peut clairement facilement le mettre dans un top. C'est un livre que j'ai dû finir en 24 heures, parce qu'à partir du moment où je l'avais commencé, je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais besoin de connaître la fin, parce que c'était trop dur, en fait, de la suivre à travers toutes les horreurs qu'elle vit, et cette solitude, et ouais, un livre qui secoue. Je pense aussi un livre important, et un livre fait avec beaucoup de respect, et ça, c'est pas si fréquent dans les livres qui parlent de violence conjugale, je trouve, où il y a toujours il y a souvent cet aspect un peu voyeur que je trouve pas très sain, et qu'ici je n'ai pas trouvé présent, et ça le rend juste fabuleux. Ensuite, Intermezzo de Sally Rooney. Je suis une fan de Sally Rooney. Je n'ai lu que 2 livres d'elle, mais vraiment j'avais adoré Normal People. J'ai bien l'intention de lire ces 2 ou 3 autres livres, et cette année, quand elle nous a offert Intermezzo, il était évident pour moi que je le lirais tout de suite. Je l'ai commandé auprès de ma libraire qui l'a importé, et quand j'ai su que j'avais une semaine entière à lui consacrer, c'est exactement ce que j'ai fait, et j'ai passé une semaine absolument fabuleuse. J'étais tellement heureuse de me replonger dans le lyrisme et dans les phrases de cette femme, sa façon de composer l'histoire, de nous emmener avec elle, de nous raconter le rien qui constitue le tout d'un deuil, un deuil qui doit être vécu par 2 frères qui se sont un peu éloignés, 2 frères qui ont beaucoup d'agressivité en eux et une incapacité totale à exprimer leurs émotions, en tout cas pour l'un d'eux. 2 frères qui sont aussi accompagnés par des femmes dans leur vie qui leur veulent vraiment du bien, et aussi une façon de raconter le quotidien d'une histoire d'amour banale sans en faire des caisses et sans créer une histoire qui est presque intenable sur le long terme. Ici on parle d'histoires d'amour qui sont presque réelles, que ce soit dans les relations verbales, sexuelles, dans les émotions qui sont partagées, dans les réflexions que l'on arrive à pousser ou pas. C'était tellement
tellement bien fait et j'ai l'impression que cet auteur devient meilleur avec le temps. J'ai regardé, il n'y a pas de livre qui est prévu pour 2026, donc je suis triste, mais ça veut dire que je pourrais consacrer du temps à ces autres bouquins. Mais vraiment, j'ai annoté ce livre de façon intense, je dessinais, j'écrivais, j'avais l'impression d'être en transe, enfin c'était génial. C'était génial. En plus, ce que j'aime avec Sally Rooney, c'est qu'elle est tellement bonne, ou en tout cas quand vous aimez vraiment ses livres, je trouve que c'est tellement addictif que vous avez envie de donner aussi sa chance à la littérature irlandaise. Et donc là, je n'ai pas les livres avec moi, mais j'ai lu Claire Keegan cette année. Et ça a été une révélation. J'espère trouver son recueil de nouvelles, enfin ses recueils de nouvelles, et pouvoir toutes les lire, parce que les 2 que j'ai lus, que je vous mets ici, étaient juste fantastiques. Et j'ai fait une vidéo sur Claire Keegan en disant que j'aimerais bien tout lire de cet auteur. Et dans cette vidéo, j'ai qualifié son écriture d'économe, parce qu'elle n'utilise pas un mot de trop. C'est chirurgical, et en une centaine de pages, elle arrive à nous transporter vers des émotions et des réflexions, et une ambiance, un froid, un hiver, un Noël, un été, le labeur, les muscles. Mais c'est tellement beau, c'est tellement poétique, et du coup, j'ai Sally Rooney, Claire Keegan, et je me dis que peut-être la littérature irlandaise, je devrais plus m'y pencher, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est particulièrement touchant, en tout cas pour moi. Il y a une vraie sonorité dans les phrases qui sont employées, dans le vocabulaire qui est déployé, qui est absolument sublime, que ce soit chez Sally et chez Claire Keegan. Ensuite, une auteure à laquelle je voulais m'attaquer depuis longtemps, qui nous a offert plusieurs livres et dont un cette année qui ne m'intéresse pas nécessairement, R.F. Kuang, que j'ai initié avec Yellow Face. Franchement, je ne m'attendais pas à aimer ce livre à ce point. Je le lisais avec avidité, j'avais envie de comprendre comment ça allait se dérouler, à quel point elle allait tomber ou pas. Il y a un vrai, pas un transfert, mais je trouve qu'on s'identifie très bien au personnage. J'ai trouvé l'écriture très drôle. J'avais l'impression que c'était très moqueur, que c'était en même temps plein de réflexions, qu'il y avait un cynisme et un sarcasme qui étaient très bien développés. Athéna est une auteure reconnue, qui publie énormément, qui a de très bonnes idées, qui travaille très bien, et qui va mourir devant les yeux d'Athéna. Athéna va rentrer chez elle après avoir appelé l'ambulance, etc. Et on se rend compte qu'elle lui a volé son manuscrit. Déjà, on se dit que c'est une amie un peu particulière, puisque c'est pas un réflexe que nous aurions tous. Mais au-delà de ça, elle va faire pire, c'est qu'elle va retravailler ce roman et elle va le publier et du coup devenir ultra célèbre parce que apparemment c'est une bombe qui me donne très envie d'ailleurs de lire de Poppy Ward, que j'ai l'impression que c'est de ce livre dont elle parle dans Yellow Face. Bref, et de là va découler toute une histoire de culpabilité, de travail, de questionnement aussi sur qu'est-ce qu'un livre, est-ce qu'il peut être écrit à plusieurs mains, est-ce que c'est grave de s'être inspiré de quelqu'un. C'est très intéressant aussi à l'heure de lire de savoir si c'est ok ou pas en fait d'utiliser des supports à moitié intelligents ou intelligents pour nous inspirer sur certaines histoires. Donc j'ai trouvé ça fascinant et ça m'a vraiment convaincue sur l'auteur parce que j'ai passé un moment mais tellement génial entre les pages de ce livre que je me suis dit que je voulais lire toute sa bibliographie et que, sauf Catabasis qui m'intéresse pas du tout, que je voulais lire toute sa bibliographie et que j'avais envie de construire aussi un essai vidéo qui est un exercice très compliqué. Donc petit challenge pour moi en 2026. J'espère que je vais y arriver. Ce sera probablement pas sur un sujet comme celui-ci, mais ouais, en fait c'est le genre de livre qui vous donne envie de le lire et en plus qui vous donne envie derrière de vous créer des choses qui vous appartiennent. Et ça, je trouve ça assez beau. Et c'est le genre de livre qu'il faut offrir aux gens qui sont un peu perdus peut-être ou qui ont peu de motivation pour développer leurs rêves ou qui pensent qu'ils devraient abandonner, pour leur dire qu'en fait, avec du travail, potentiellement, ils vont y arriver et que pire, ils auront essayé. Et est-ce que je suis en train de me parler à moi-même? Peut-être. Mais je pense que c'est valable pour tout le monde. Au-delà d'une écriture lyrique et poétique, vous l'aurez compris au cours de cette vidéo, c'est quelque chose qui est très important pour moi et spécialement quand on parle de quelque chose qui m'a vraiment conquis. Il faut que l'écriture et le texte soient présents. Je sais que j'ai aimé un livre quand j'ai du mal à vous en parler et c'est le cas pour celui-ci. C'est un livre que j'ai trouvé extrêmement difficile. Je vais dire comme d'habitude, ça parle d'agression S, en tout cas au milieu du livre. Il y a une scène très détaillée, très douloureuse qui m'a habité et qui m'a perturbée pendant quelques jours. Donc je tiens à vous le mettre si c'est pas quelque chose sur lequel vous avez envie de lire. Mais au-delà de ça, l'auteur a réussi à déployer un florilège de mots, d'images, de métaphores qui m'ont permis de me sentir familière dans des lieux où je n'ai jamais été, comme une maison rurale au Japon par exemple, d'imaginer les visages de ces personnages qui nous accompagnent et de vouloir absolument démêler ce lien intercroisé entre 3 femmes, donc Mei, Yuki et Haruka, entre le Japon et l'Angleterre actuelle, Londres il me semble. On suit principalement une jeune fille qui s'appelle Mei, qui a perdu sa maman très jeune, qui a une meilleure amie avec laquelle elle a une relation amoureuse, amicale, assez ambiguë et qui la perturbe beaucoup parce qu'elle a du mal à s'affirmer, elle a du mal à savoir qui elle est, ce qu'elle veut et
Et elle a du mal, en fait elle a du mal partout. Cette enfant, elle souffre énormément. C'est une enfant absolument traumatisée, qui se fait du mal, à qui on va faire du mal, qui n'arrive pas à avoir confiance en elle, qui n'arrive pas à développer une personnalité, du coup qui copie beaucoup cette meilleure amie en question, qui a du mal aussi à créer des liens très forts avec sa famille. Et elle va découvrir un jour un secret que son père lui a caché, un secret qui va changer toute sa vie et qui aurait pu changer toute sa vie dans le bon sens. Mais c'est pas la seule à être touchée par ce secret, c'est pas la seule dont la vie a été altérée à cause de ce secret. Et ça, on va le découvrir au cours des pages de ce livre, qui est juste un coup de poing dans le ventre, mais à la fois une grande bouffée de respiration à la fin qui nous permet de reprendre équilibre. Il y a aussi une dimension, je pense, très cathartique à lire ce livre une fois qu'on est adulte, parce qu'on se rend compte que certains des choix qu'elle fait sont peut-être bêtes, mais qui s'expliquent énormément à l'adolescence, qui est une période, je trouve, extrêmement désagréable, et entre les hormones, le corps qui change, les amitiés, les amours, les parents, essayer de comprendre ce qu'on veut faire de notre vie, très 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 intense. Et en fait, on traverse un peu ces années avec elle, et on les traverse d'une façon très émouvante. J'ai pleuré à plusieurs reprises. J'étais muette après avoir fini le livre, et depuis, j'y pense tout le temps. Et quand je le vois dans ma bibliothèque, je me dis que c'est vraiment un de mes livres favoris. Donc je vous le recommande. Malheureusement, cet auteur n'a pas d'autres bouquins, mais j'espère qu'elle nous en offrira un dans les années à venir, et peut-être plusieurs. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez trouvé quelques recommandations. Bien sûr, partagez-moi vos top 2025, parce que on sait jamais, je pourrais les ajouter à ma liste ou les lire en priorité, vous en faire une vidéo, qui sait. En attendant, je vous laisse et je vous retrouve quand je vous retrouve. Bisous!